Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée de ce mercredi 2 décembre. C'était une voix, mais aussi un véritable personnage. Maître Félix Roth s'est éteint hier en fin d'après-midi chez lui à Basse-Terre. Ce ténor du barreau, élu 2 fois bâtonnier, s'en est allé à l'âge de 90 ans. Une des particularités de sa carrière, avoir été à la fois avocat et prévenu suite aux événements de mai 1967. Sa dernière plaidoirie remonte à septembre 2014. Il avait alors décidé de mettre un terme à sa carrière bien remplie. Félix Roth qui a marqué toute une génération d'avocats. C'est le cas de Maître Daniel Démocrite. Voici sa réaction devant la caméra de Richard Scott Tamar. Le bâtonnier est en quelque sorte mon père spirituel. Ce n'est pas seulement un confrère, c'est l'homme qui m'a formé et qui m'a déterminé à devenir avocat. Je suis devenu avocat grâce au bâtonnier. Il a représenté, il représente une certaine idée de la Guadeloupe. Au-delà des combats judiciaires, son combat a été pour la dignité du Guadeloupéen, pour que le Guadeloupéen reste debout. En toute situation, qu'on reste debout, qu'on puisse lever la tête, avoir la tête haute, être un peu responsable de nous. Et c'est ce qu'il m'a enseigné, et ce sont ces combats-là. On le retrouve au travers de combats judiciaires, contre tout ce qui peut nous apparaître contre des injustices, ou même contre des personnes qui étaient accusées, et peut-être que ces accusations pouvaient être fondées, mais nous n'acceptions pas, ils n'acceptaient pas la profitation. Et c'était un grand avocat aussi, un homme d'élégance, un homme d'action, un homme éloquent, un stratège, un grand défenseur. Et c'est cela qu'il nous a appris. Et il a marqué son époque parce que c'était le plus brillant d'entre nous. Et d'autres réactions à venir dans notre édition ce soir de 19h, des réactions qui nous sont également parvenues par voie de communiqué de presse. L'UGTG, je cite, perd un camarade, un ami toujours présent à nos côtés pour combattre l'État colonial français. De son côté, la présidente du conseil départemental parle d'un ténor du barreau historien à la mémoire stupéfiante. Il aura marqué son époque et son esprit. De son côté, le député maire des Abîmes évoque un phare d'intelligence fulgurante. Intéressons-nous à présent à la situation de l'abattoir du Moule. Il est à l'arrêt depuis hier, bloqué par le groupement de défense sanitaire de la Guadeloupe. Ce groupement organise notamment des traitements contre les tiques de bovins. Ils ont envoyé un courrier au ministère de l'Agriculture ainsi qu'au préfet de Guadeloupe dans lequel ils demandent des mesures d'urgence pour régler les mauvaises conditions sanitaires. Le reportage de Patrick Curie. Cela fait 2 jours que le groupement de défense sanitaire de la Guadeloupe bloque l'entrée de l'abattoir du Moule. La raison du blocage, l'hygiène qui ne serait pas respectée. Ils font appel aux responsables publics pour prendre ce dossier en main. D'avoir aussi que nous voyons courrier le préfet là, jeudi dernier, qui a demandé au préfet là de mettre en place un véritable plan d'état d'urgence. Un état d'urgence et nous ne pas prendre là comme ça. État d'urgence d'avoir que jeudi là, c'est 10 morts. Nous avons 10 morts par an déclaré de la leptospirose. La leptospirose, c'est c'est une maladie qui rate qu'à transmettre nom et qui des fois risque de tuer nom là. Jod là, rate qu'à tuer puisque moustique en pays là ça. Mise en cause aussi le projet 3D, décontamination, dératisation et désinsectisation des bâtiments. Le projet consiste à préserver la santé des animaux et la rentabilité de l'élevage tout en améliorant le niveau d'hygiène des bâtiments. Le dossier concernant le projet a été déposé par le groupement depuis 2010 et il n'est toujours pas mis en place par les responsables. Eh bien, nous déposons des dossiers. Eh bien, je dis là, nous retrouvons compte avec l'État qui a dit à pas compétence la DAF. La DAF qui a envoyé la région qui a dit à pas compétence l'envoyé le département qui a dit à pas compétence. Donc, nous avons un système, on bacoule les à pas de compétence. On bonne dit responsable effectivement pays là ça qui a fait que aujourd'hui là toute population nous en danger, agriculture nous en danger, développement pas fait, rien pas fait. Enfin,
Le groupement pointe du doigt l'abattoir de Goubert qui apparaît selon lui comme une aberration économique. Le groupement reste mobilisé devant l'abattoir jusqu'à ce que le préfet de région décide de les recevoir. Actualité sociale toujours avec cette assemblée générale qui s'est tenue en début de semaine devant le SIAG. Les employés ont fait un point sur leur situation. Les détails avec Alain Jean-Noël, représentant UNSA au SIAG. Il faut savoir que depuis quelques temps, on entend parler de la création d'un établissement unique pour l'eau au Guadeloupe. Et face à cela, les salariés sont un peu inquiets sur leur avenir. Il faut savoir que dans le statut de Guadeloupe, il est prévu, qui est la production d'eau, 2, la distribution, et 3, l'assainissement. Et il y a cette volonté des travailleurs que tous les salariés soient rassemblés dans un même établissement pour faire la production, la distribution et aussi l'assainissement. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on se sépare. Nous sommes en négociation concernant cette transfert, où effectivement 120 agents ont été transférés de la Générale des Eaux vers le SIAG. Alors, ce transfert qui a commencé en mars 2015, qui s'est terminé en juillet 2015, on continue les négociations. Il faut effectivement qu'on signe un accord de substitution par rapport aux avantages qu'on avait effectivement au sein de la Générale des Eaux Guadeloupe. Et on en vient justement à vos coupures d'eau du jour. La Générale des Eaux nous informe que plusieurs zones des abîmes sont concernées depuis ce matin par des manques d'eau, notamment sur l'allée des Papillons, boulevard Jean-Noël Olimé, boulevard Zamy ou encore rue Achille-René Boisneuf. Retour à la normale aujourd'hui en fin d'après-midi, toujours aux abîmes. En raison cette fois-ci du lavage de réservoirs, les zones de Petit-Pérou, Vieux-Bourg et Zac de Dotémar sont privées d'eau depuis ce matin. Tout devrait rentrer dans l'ordre également en fin d'après-midi. Enfin, la distribution de l'eau potable est totalement interrompue depuis ce matin, 7 heures sur l'ensemble des communes de Port-Louis et d'Anse-Bertrand. Retour à la normale également aujourd'hui en fin d'après-midi. On en vient à la politique, J-4 avant le premier tour des élections régionales. Après la loi Notré, la montée des extrêmes, je vous propose ce midi un nouvel éclairage autour de ces élections régionales. Karine Gelman s'est penchée sur le financement des campagnes électorales. Les fonds publics financent la campagne régionale. En effet, il est interdit de faire appel aux entreprises privées. Alors dons et fonds publics sont les bienvenus. La démocratie exige plus d'égalité. Bon, on n'est pas aux États-Unis. Il faut pas être milliardaire pour être candidat à une élection. Et puis, autre chose, on ne peut pas utiliser des associations. Il faut bannir les institutions politiques. La région ne peut pas aider un candidat régional, fût-il président. Donc, la France, c'est un pays qui a assaini le financement de ces campagnes électorales par du financement public. C'est sur l'impôt qu'on finance les campagnes. Alors, la région, par exemple, cette année, ça tourne autour de 160 000 €, la dépense maximale, et le remboursement sur les 2 tours, c'est à peu près 80 000. Les fonds utilisés en vue d'un remboursement après l'élection exigent une organisation stricte. La campagne régionale, comme toutes les campagnes, exige que chaque candidat dispose d'un compte de campagne. Ça peut aller, en ce qui concerne le seuil démographique de la Guadeloupe, ça peut aller entre 35 et voire même 40 000, tout dépend. Pour être remboursé, il faut avoir obtenu au moins 5% de vote. En fait, il faut trouver un bon compromis entre la richesse du débat démocratique où toutes les petites listes, entre guillemets, ont leur place, et en même temps, la responsabilisation des têtes de liste. Effectivement, lorsqu'on est tête de liste et qu'on ne dispose pas, en tout cas qu'on n'a pas une légitimité politique suffisante, même si on peut se présenter, il y a quand même une évaluation a priori à faire pour savoir quelles sont réellement les chances que l'on a de franchir le cap des 5% du suffrage universel. D'année en année, l'accroissement de la population et le déploiement de stratégies marketing intenses ont pu engendrer des frais supplémentaires. Les candidats ont une certaine maturité dans le marketing politique. Et que beaucoup de gens comprennent désormais qu'une élection, ce n'est pas la vérité, c'est l'opinion. Alors dès lors que vous avez fait la différence entre la vérité et l'opinion, les stratégies de marketing sont mises en œuvre. C'est-à-dire vous avez une cible, vous avez un slogan, vous avez une stratégie de communication. C'est peut-être ce qu'on veut dire. Alors, mais il ne faut pas croire que c'est celui qui fera le plus de fêtes, qui lancera le plus de confettis, qui sera élu. Sinon, ça se saurait.
les fonds doivent être utilisés uniquement dans l'objectif de la campagne et de l'élection. Une autorité indépendante veille en cas de transmission des comptes de campagne en retard, de dépassement du plafond ou de rejet de comptes. En effet, seuls les comptes approuvés peuvent être remboursés par l'État. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi de santé avec des cas de virus Zika au Brésil. Voici la Minute Caraïbe. Caraïbes, un fonds d'aide pour les petits États. Le Premier ministre britannique David Cameron a provisionné 7 500 000 € de son budget d'aide à l'étranger pour contribuer à l'amélioration de la pêche dans les petits États insulaires des Caraïbes. Parmi les 25 nations du Commonwealth, les États insulaires qui vont bénéficier de cette aide sont la Barbade, les Bermudes, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago. Cameron a déclaré que cette somme sera disponible à partir de l'année prochaine et elle doit permettre aux pays concernés de renforcer leur capacité à gérer leur pêche locale, à lutter contre la pollution, à développer leur infrastructure côtière et à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité. Ces fonds font partie d'une dotation plus large de 37 millions d'euros consacrée aux questions de changement climatique et à la prévention des catastrophes naturelles. Brésil, des cas inquiétants du virus Zika. Le ministère de la Santé brésilien a confirmé un lien entre le Zika, le virus transmis par les moustiques d'Afrique, qui se sont propagés dans la Caraïbe, et une forte incidence de malformations congénitales. Selon les responsables, la fièvre du virus Zika est à l'origine du pic des cas de microencéphalite, une inflammation du cerveau provoquée au cours des premiers mois de grossesse, qui retarde la croissance du fœtus. Les médecins avaient trouvé le virus Zika dans le sang et les tissus d'un bébé souffrant de microencéphalite dans l'état du nord-est du Brésil, a indiqué le ministère. Des avertissements ont été adressés à la population, invitant les femmes à éviter toute grossesse en cas de fièvre Zika. 739 cas de maladies et décès ont été enregistrés à cette date. La plupart des cas ont été constatés dans le nord-est du Brésil, mais des cas sont apparus rapidement dans le sud-est, à Rio et Sao Paulo. Une visite imminente de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est attendue au Brésil. Barbade, fierté nationale, à l'approche du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île, le Premier ministre par intérim, Richard Sealy, a invité les Barbadiens à réfléchir sur cet endroit merveilleux appelé la Barbade, notant que l'année dernière, il y a eu plus de visiteurs qui sont entrés dans l'île qu'à tout autre moment de son histoire. Richard Sealy a fait remarquer qu'un nombre croissant d'étrangers étaient intéressés par l'île. Comme notre nation gagne en maturité, plus de gens veulent un morceau de la Barbade, soit par le biais de vacances ou en achetant des biens. Si nous ne valorisons pas notre patrimoine et laissons d'autres le faire à notre place, un jour nous nous réveillerons et réaliserons que cette île ne nous appartient plus, a-t-il souligné. Reconnaissant que l'île a traversé quelques difficultés et surmonté des défis, le Premier ministre par intérim a toutefois maintenu que pour une petite nation insulaire, la Barbade avait fait un travail formidable au cours des 49 dernières années. Après la Caraïbe, je vous propose de partir au Canada, enfin presque. Étudier au Québec, c'est en effet une possibilité pour bon nombre d'étudiants guadeloupéens grâce à un partenariat mis en place depuis 2011. Depuis le début de la semaine, 3 universités du Québec sont en Guadeloupe pour rencontrer des lycéens et des étudiants. Une rencontre qui avait notamment lieu hier à la Cité des métiers du Rézé. Le reportage de Patrick Curie. Comme 94 étudiants guadeloupéens, Nathaël a fait le choix de partir au Canada. Une chose rendue possible grâce à la convention signée il y a 4 ans entre la région et les universités de Montréal, Trois-Rivières et Rimouski, où se trouve la jeune étudiante. Alors, je suis partie en 2011 pour faire ma licence en chimie de l'environnement. Je suis partie parce que le programme qui était offert m'intéressait vraiment. C'était un programme très pratique. On avait des sorties terrain. Non, je suis partie avant de le connaître et c'est arrivé là-bas que j'en ai entendu parler et donc j'ai postulé et on m'a offert une bourse de la région annuelle. À commencer vite vos démarches, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment une expérience unique et très enrichissante. Lors de cette journée de mobilité, des conférences et des échanges avec les universités québécoises ont permis aux lycéens et étudiants guadeloupéens d'en savoir plus sur les dispositifs.
Il y a deux formules essentielles, puisque certains peuvent se dire il faut que j'aille entamer forcément un long cycle d'études supérieures. Il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de pouvoir, tout en restant un étudiant français, inscrit dans une université française, on a la possibilité aussi d'aller passer un semestre, voire deux, dans une université pour justement davantage découvrir. Étudier au Québec, une idée qui semble avoir séduit Candice. Avant, je voulais plutôt partir en France ou des pays étrangers, mais je me dis pourquoi pas rester en Guadeloupe encore quelques temps et pourquoi pas après foncer vers le Canada. Si j'ai la chance de partir, je voudrais bien étudier soit les histoires et la civilisation ou bien les lettres. L'objectif de cette opération est de favoriser l'accès à la mobilité professionnelle du plus grand nombre d'étudiants guadeloupéens, et ce afin d'améliorer leur parcours de formation et d'insertion tout en découvrant de nouveaux horizons. Et sachez d'ailleurs que chaque année, la collectivité régionale accorde 30 bourses d'un montant de 3 500 € pour les étudiants concernés par la mobilité. Un témoignage à présent, celui d'un skipper suisse, Jacques Valente, qui est un transplanté rénal. Malgré cette greffe, il continue ses activités nautiques. Éric Pommier l'a rencontré hier au CHU de Pointe-à-Pitre. Cette dame, comme tous ceux présents dans cette salle au CHU, au Club des médecins, sont admiratifs devant cet homme, Jacques Valence. L'homme n'est pas là par hasard. En 2008, ce skipper a subi une intervention chirurgicale pour une transplantation rénale. L'homme vit depuis avec un rein tout neuf, un don non pas venu du ciel, mais de son ami d'enfance. Depuis, Jacques Valence revit à 100 à l'heure et flirte à nouveau avec les océans, sa passion. Jacques Valence, aujourd'hui, est un homme heureux, venu en Guadeloupe partager son expérience, mais surtout apporter ce message d'espoir qui dit qu'il ne faut jamais baisser les bras. À chaque fois que je parle de mon histoire, de ma donneuse, de ce don d'organes qui m'a sauvé la vie, j'ai un peu le cœur qui se serre et c'est chaque fois un très très grand. Ce que je voulais faire, l'objectif de cette campagne de sensibilisation, c'est que les gens se positionnent clairement par rapport au don d'organes. C'est-à-dire qu'ils en parlent entre eux, en famille, que ce soit oui ou non. C'est tout à fait respectable, mais c'est que quand on se positionne avant, on gagne du temps et on sauve des vies. Plusieurs témoins vont prendre la parole pour aller dans le sens de Jacques Valence pour entretenir le même langage. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, il y a des gens qui disent vous êtes transplanté. Vous êtes transplanté, pour moi, vous êtes normal, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes en dialyse, c'est pas la même chose. Quand vous êtes transplanté, pour moi, vous êtes normal, quoi. Et ce que je dis aux gens, c'est il faut être courageux, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut vivre sa vie, voilà. Ouais. Inciter les gens à comprendre l'importance du don d'organes, voilà le sens exact de cette rencontre cet après-midi. 40 patients par an sont transplantés en Guadeloupe. Un mot de boxe à présent avec le retour hier en Guadeloupe de Kishan Jacobi Koali. Ce jeune Guadeloupéen de 17 ans a remporté dimanche soir la finale du plus important tournoi de la Caraïbe de boxe anglaise, compétition qui se déroulait au Guyana. Ses premières impressions à sa descente de l'avion au micro d'Éric Pommier. Ah oui, je suis content. Comme c'était un grand tournoi, donc je suis fier de moi. J'ai boxé, je me suis donné à fond pour la Guadeloupe et voilà, je suis fier de moi. Oui, on m'avait dit que j'avais le potentiel pour amener la médaille, mais que tout se jouait au mental, sur le ring. On ne sait jamais qui est l'adversaire. Donc j'ai rencontré des adversaires que je ne connaissais pas, d'autres pays. C'était des équipes nationales qui étaient vraiment fortes. Donc là, je me suis donné à fond et j'ai exploité tout mon potentiel. Donc j'étais vraiment impressionné au départ, mais j'ai su m'adapter et boxer, faire mon travail. Et félicitations à lui. À suivre ce soir en football, un match décalé de la 8e journée de DH. L'Amical Club de Marie-Galante reçoit l'Arsenal Club. Coup de sifflet à 20h30. Comme chaque jour avant de se quitter, vos prévisions météo pour cet après-midi. Alors le soleil sera voilé sur l'ensemble de l'archipel. Le sud Basse-Terre aura sans doute le droit aussi à quelques gouttes de pluie. Les températures afficheront entre 27 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Un journal que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.